Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mardi 16 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Un syndicat mixte Hauts-de-Guadeloupe plutôt qu'un syndicat unique, une déclaration de Laurent Bernier, président du SIAG, qui provoque l'inquiétude des agents de l'eau. Des chercheurs argentins et brésiliens avancent de nouvelles hypothèses sur la cause des microcéphalies chez les fœtus. Elles ne seraient pas liées au Zika. Les 16 nouveaux pensionnaires du jardin botanique de Déhay étaient sous les feux des projecteurs aujourd'hui pour le plus grand plaisir des visiteurs. Le journal Aurélie Ronze. Et on commence avec la problématique de l'eau. Nouveau rebondissement dans la création du syndicat unique de l'eau. Le préfet de Guadeloupe vient d'annuler la procédure en cours en l'absence de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Le président du SIAG, Laurent Bernier, s'orienterait vers la création d'un syndicat mixte. Il en a dit plus à Jacques Damprobe. Il se trouve que pour passer à la phase définitive, le préfet devait prendre un arrêté préfectoral qui donnait donc la date de création de ce fameux syndicat. Compte tenu de la configuration des élus politiques, en particulier ceux de la CASBT, nous avons constaté que cet arrêté ne pouvait pas être pris en l'état. En tout cas, le préfet n'a pas souhaité le faire. Et par conséquent, aujourd'hui, nous ne pouvons que déplorer que ce syndicat unique ne puisse pas être construit. Il sera, à l'horizon du 1er juin 2016, un syndicat mixte ouvert à l'exclusion, bien entendu, des collectivités, des communautés d'agglo qui ne le souhaitent pas encore. Mais ce n'est qu'un parti remise, c'est un schéma évolutif. Il s'agit donc de créer ce syndicat mixte ouvert avec la région, avec le département, à travers, dans un premier temps, le renforcement du SIAG et l'intégration d'un certain nombre de communautés d'agglomération qui transféreront leurs compétences au SIAG. Puis ensuite, le SIAG rejoindra, puisque c'est lui qui fera la demande de création du syndicat mixte ouvert des eaux de Guadeloupe, et il rejoindra à sa création ce fameux syndicat, ce nouveau syndicat. Et ce matin, une assemblée générale des personnels de la Générale des Eaux et du SIAG se tenait devant le siège de ce dernier, au centre des revendications des représentants syndicaux des salariés, la suite des transferts des agents de la Générale des Eaux vers le SIAG et le maintien des acquis sociaux de ce même personnel. À la sortie de cet AG, une prochaine mobilisation des agents n'était pas à écarter. Le reportage de Jacques Damprobe. Le matin, devant une cinquantaine de personnes, essentiellement de la Générale des Eaux, les responsables syndicaux de l'UGTG exposent la situation des agents après les premiers transferts au SIAG. Les atermoiements autour du dossier de l'eau et les dernières déclarations du président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement suscitent l'inquiétude. Salariés nous au niveau de la Générale des Eaux transférés en première partie au niveau de SIAG, nous en deuxième vague qui doit transférer à Hauts-de-Guadeloupe. Là, nous savons qu'il y a des collectivités, notamment Cap Excellence et CNGT, qui prennent des délibérations, notamment CNGT, pour transférer toute activité. Ça veut dire que si CNGT a transféré l'activité alors qu'on a transféré nous à CNGT, ça veut dire nous aussi nous avons transféré à Hauts-de-Guadeloupe. Or, aujourd'hui, nous attendons que Hauts-de-Guadeloupe pas constitué. Donc ça, nous avons dit les élus, arrêtez pour mener mon bateau. Histoire d'éviter les voies d'eau, l'après-midi, autour de leur président, les membres du conseil d'administration du SIAG reçoivent les syndicats. Mais seul l'UNSA a honoré l'invitation. Le commandant de bord tente de rassurer l'équipage sur les avantages acquis au sein de la Générale des Eaux. Nous respecterons intégralement le droit, et en particulier le droit du travail, et les salariés seront sécurisés. Et j'ai bien compris qu'ils voulaient conserver tous les acquis de l'entreprise, la Générale des Eaux pour ne pas la citer. Nous avons un certain nombre de mois pour négocier. Je vais faire des propositions pour presser le pas en corrélation avec les représentants du personnel. Mais il s'agit d'avoir à la fin un accord gagnant-gagnant
Un accord qui permette aux Guadeloupéens de gérer leur eau et de bien gérer l'eau de façon à ce que tout le monde comprenne bien le sens de ce service public. Laurent Bernier finira-t-il par convaincre? Rien n'est moins sûr. Dans les prochains jours, la mobilisation pourrait bien succéder à la grogne. La menace est à peine voilée. Si en certain temps, nous fin du mois, en certain nombre de débits n'est pas fait, comment on peut expliquer, maîtriser le réseau là, c'est nous qui n'y. En fin 2014, nous faisons grève. Nous ne pouvons pas la Guadeloupe en otage. C'est comme on a l'habitude de dire. S'il n'y a rien pas fait, d'ici fin du mois, nous passons à une étape qui est assez sérieuse. Les travailleurs de l'eau attendent que les élus traitent dans la transparence l'une des principales préoccupations des Guadeloupéens. Dans le cas contraire, ce sont les consommateurs qui vont encore trinquer. On ouvre notre page environnement avec tout d'abord cette conférence débat autour du chlordécone qui se tient en ce moment même au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Plusieurs syndicats et associations vont évoquer leur démarche judiciaire menée depuis 10 ans et puis faire le point également sur les avancées dans ce dossier. Autre conférence qui se tenait cet après-midi, toujours au centre culturel Rémy Ninsouta, l'Université du Temps Libre organisait une conférence intitulée « La sargasse aux Antilles ». Objectif, en savoir plus sur ces algues brunes et notamment comment elles peuvent être revalorisées. Les précisions d'Anne-Elisabeth Artsen. L'Université du Temps Libre a réuni cet après-midi les retraités et les demandeurs d'emploi qui continuent à étudier certaines disciplines universitaires. Et c'est dans ce cadre qu'un certain nombre de conférences sont organisées, comme celle consacrée aux sargasses. Rolande en a profité pour approfondir ses connaissances dans le domaine. J'ai appris beaucoup de choses, même si je savais quand même qu'on pouvait l'utiliser pour pouvoir faire des engrais. Là, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a pas mal d'études, pas mal de groupes qui font des recherches. Et notamment, l'université, il y a des industriels et il y a aussi des communes de Guadeloupe qui s'intéressent à la chose et qui ont demandé à faire des études. Professeur de physique à l'Université des Antilles, Jean-Louis Monceau a animé cette conférence autour de la problématique de la sargasse. J'ai présenté un certain nombre de points, c'est-à-dire d'où venaient les sargasses, de quelles sargasses s'agissait-il, de quoi elles étaient composées, de quelle façon pouvait-on les collecter, de quels matériaux, de quels éléments elles étaient composées, de quelles molécules, pour voir quelle valorisation on pourrait en faire. Et donc j'ai présenté les différentes valorisations qui étaient envisagées au niveau de la Guadeloupe. De nombreuses solutions concernant l'algue sargasse ont déjà été proposées, dont une douzaine menées par des universitaires, des organismes de recherche, mais aussi des industriels. L'objectif, valoriser la sargasse comme une ressource permettant la réalisation de produits à forte valeur ajoutée, en créant aussi de nouvelles filières, mais également des emplois. Au chapitre santé, les hypothèses sur les causes des microcéphalies se multiplient. La responsabilité du Zika est remise en cause par des chercheurs argentins et brésiliens. Des pesticides et un vaccin sont pointés du doigt. Voici la Minute Caraïbe. Les pesticides utilisés dans de nombreuses régions d'Amérique latine à l'origine des microcéphalies. C'est en tout cas ce que déclare un chercheur argentin qui s'interroge sur le rôle que pourrait avoir un larvicide utilisé pour lutter contre la prolifération du moustique porteur du Zika dans l'augmentation du nombre de cas de microcéphalie. Selon Eduardo Avila Vasquez, ce seraient les pesticides employés par de nombreuses régions d'Amérique latine pour lutter contre la dengue et le chikungunya qui causeraient les malformations des bébés d'aujourd'hui. Le pyriproxyphène, un larvicide très puissant, utilisé dans les pulvérisations d'insecticides, serait le possible perturbateur endocrinien. Eduardo Avila Vasquez affirme dans le mémoire qu'il a publié sur le sujet que fumiger massivement avec des avions comme l'ont fait les gouvernements du Mercosur est criminel, inutile et n'est qu'une manœuvre politique pour faire croire qu'on met les moyens pour lutter contre le Zika. Le pyriproxyphène est l'un des 12 larvicides recommandés par l'OMS pour réduire les populations de moustiques. Le remède serait alors pire que le mal. Après la pulvérisation de pesticides, plutôt que le Zika, c'est un vaccin défectueux qui serait responsable de l'augmentation de cas de microcéphalie. Ce n'est pas la première fois que la responsabilité du virus est remise en cause. C'est ainsi qu'au Brésil, un lot de vaccins défectueux contre la rubéole, distribués dans les États du Nord-Est,
est pointé du doigt. Pour l'heure, aucun lien n'a été prouvé entre le Zika et l'augmentation des cas de microcéphalie. L'Organisation mondiale de la santé doit prochainement donner une première réponse claire permettant de valider ou non le lien entre ce virus et les cas de microcéphalie qui se sont développés au Brésil. Cela dit, plusieurs éléments viennent renforcer les doutes. D'une part, les statistiques brésiliennes qui ne montrent pas le lien entre le virus et la microcéphalie. D'autre part, en Colombie, deuxième pays le plus touché par le Zika, aucun cas de microcéphalie qui pourrait être lié au virus n'a été recensé pour l'instant. L'OMS doit prochainement donner une première réponse claire permettant d'établir le lien entre le virus et la microcéphalie qui ravage le Brésil. Barbuda n'en finit plus de séduire. Après le projet de la star américaine Robert De Niro d'investir 250 millions de dollars dans l'île voisine d'Antigua, c'est maintenant un autre projet d'envergure de 450 millions de dollars qui est annoncé. Grosvenor Bay, c'est son nom, sera situé sur la pointe sud de Barbuda. À en croire le ministre du Tourisme, il sera construit en 7 étapes et va générer pas moins de 1100 emplois durant sa phase de construction. Le projet débutera par une première phase dénommée Genesis qui s'ouvrira dès que le gouvernement donnera son feu vert. Cette phase devrait durer 18 mois et portera sur la réalisation d'une ferme solaire, d'un héliport, d'un espace d'accueil, d'un spa, d'un centre de fitness et de bien-être et d'une piscine. La deuxième phase du projet comprendra 2 hôtels, l'un de 160 chambres et l'autre de 80 chambres de charme, toutes dotées d'une piscine individuelle. La troisième phase portera sur la réalisation de 140 villas de luxe. Les phases ultérieures comprennent un port de plaisance de 126 anneaux, un terrain de golf de signature et pour finir en beauté, un terrain de polo de grand luxe. De quoi placer la destination antiguaise en haut du palmarès du tourisme très haut de gamme. En sport, le tennisman guadeloupéen Gaël Monfils a déclaré forfait aujourd'hui lors de l'Open de Marseille en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Une blessure qui tombe à la veille de l'annonce de Yannick Noah pour la Coupe Davis. Le capitaine de l'équipe de France doit en effet dévoiler demain sa sélection pour le premier tour qui se jouera du 4 au 6 mars prochain à Baie-Mahault. Et en attendant justement le coup d'envoi, le vélodrome de Gourdeliane ressemble depuis quelques jours à un véritable complexe de tennis. Vous pouvez d'ailleurs depuis le début suivre l'avancée des travaux sur Alizé. Aujourd'hui, place à l'éclairage autour du cours central avec l'installation de 4 mâts, une opération délicate suivie par la caméra d'Éric Pommier. Ces 2 entreprises guadeloupéennes vont travailler de concert pendant les travaux spécifiques de l'éclairage du central installé pour le premier tour de la Coupe Davis. L'une est chargée de l'alimentation directe pour tout le circuit. C'est là qu'intervient une petite équipe de 3 hommes d'une entreprise privée. Sa mission, installer une longue quantité de câbles pour une alimentation, comme ils disent, pleine puissance. On a environ 90 mètres câbles à aller, à tirer sur canalisation à Grégory Albina qui est dans le trou, accroupi à 80 cm dans la canalisation. Et c'est pas facile. C'est par cette impasse en effet que Grégory va devoir se faufiler sur une distance de 100 mètres dans une position pas très confortable. Tout le travail est souterrain. Quoique chantier spécifique et usant, cette équipe-là est une habituée des grands travaux. Elle a œuvré dans le cadre de l'installation électrique de la nouvelle centrale d'EDF. Donc on a du tirage qui passe au caniveau sur 150 mètres. Donc on alimente les coffrets électriques qui sont ici derrière moi. Ensuite les aboutissants au groupe électrogène. Autre décor, autre équipe, autre difficulté, l'installation des pylônes qui devront éclairer le central. Le travail est délicat, il faut soulever cette sorte de mât de 12 mètres de haut pour un poids total de 302 kg. Très délicate parce que là par rapport au poids, la machine n'est pas adaptée. Comme on ne peut pas marcher sur la piste avec la machine, on est obligé d'essayer avec cette machine-là. Bon, on a réussi à faire 2, on va voir si celle-là on y arrive. L'opération durera pratiquement un quart d'heure. Chaque homme a une tâche bien précise pour éviter tout accident. Chaque pose est un véritable travail d'équipe. Une fois la mission terminée, tout le monde respire. Alors, opération réussie ? Oui, heureusement. Dieu merci, parce que là c'est délicat, il ne faut pas la laisser tomber. Parce que c'est risque, des ouvriers, plus le matériel. Dieu merci qu'on a réussi.
Ces mêmes gestes vont être répétés à 4 reprises avec la même précision. Après vient l'installation de l'éclairage, 5 spots par poteau à iodure métallique. L'éclairage est assez particulier puisque sur des sports comme le tennis où les balles vont très très vite et les balles sont assez petites, on a besoin de pas mal de lumière. Ça correspond à peu près à 2000 lux, qui est quasiment 2 fois plus que sur les terrains de foot comme le stade de Bémao. Étape finale, très prochainement, le test grandeur nature, objectif, faire toute la lumière sur un chantier qui a nécessité toute la précision des hommes de l'ombre. Il y a 10 jours, il débarquait par avion sur le sol guadeloupéen. Les 16 flamants roses ont été présentés au public aujourd'hui au jardin botanique de Dehé. Venus tout droit des Pays-Bas, ils semblent s'être acclimatés. Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen ont joué au paparazzi. Des flamands à la rencontre de flamants roses, voici le reportage. Tac. Waar woon je? Bon, apparemment, ils ne sont pas très téméraires et ils ne sont pas prêts à nous accorder une interview. Les 16 nouveaux résidents du jardin botanique, qui ne parlent malheureusement pas flamand, ont fait leur première apparition publique ce mardi 16 février sous les appareils photo des touristes. Une autre espèce, mais qui n'est pas, elle, en voie d'extinction. Vous saviez qu'il y avait des flamants roses qui étaient là dans le parc ici? Ah non, du tout. Non, je ne savais pas du tout qu'ils venaient ici. Et c'est une belle surprise alors? Ah oui, tout à fait. Oui. Je n'avais jamais vu, donc ça m'a permis d'en voir. Ah bah ceux-là, ils ne sont pas encore à maturité, ils n'ont pas mangé de crevettes. C'est parce qu'ils n'ont pas assez mangé de crevettes, c'est ça? Ah sûrement, c'est leur nourriture. Ah oui, tout à fait, c'est leur nourriture alors. J'ai vu des si beaux comme ça? Oui, non. J'en avais vu que des roses. Vous saviez qu'ils étaient là que depuis aujourd'hui? Ah non, je savais pas. On m'avait pas prévenu. Non, c'est vrai qu'ils sont vraiment très très jolis ces flamants roses, ils sont à peine roses mais ils sont très 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 jolis. Hein. C'est vrai que... Voilà. Et ça vous étonne pas qu'ils soient pas roses? Un peu si quand même, mais d'ailleurs je sais pas comment ça se fait. Les hôtes tant attendus ne se vêtiront de leurs belles plumes roses qu'une fois l'âge adulte atteint. Ils ont traversé l'océan depuis les Pays-Bas et ont finalement posé leurs bagages sur le sol de Guadeloupe le 5 février. Il aura néanmoins fallu un petit temps d'adaptation afin de les présenter au public. Alors, ils sont arrivés par camion puis avion. Ils ont passé 24 heures enfermés dans une boîte en caisson en bois. Et on les libérait tous les matins du bunker à leur enclos et non le parc pour s'habituer à rentrer et sortir et puis pour qu'ils ressentent que c'est leur nouvelle maison, pour que le soir là on n'ait pas de difficulté à les rentrer à l'abri pour les protéger de tous les prédateurs qu'on peut avoir. Le site est en effet protégé et nos oiseaux peuvent donc se rassurer, la probabilité qu'ils rencontrent un prédateur est très mince. Les chiens errants, les raccoons, ça peut devenir des prédateurs parce qu'ils sont omnivores. Vous ne craignez pas que quelqu'un du personnel mange les flamants roses? Non, ça risque pas, ça c'est plus dans les mœurs. Peut-être qu'ils ont disparu de Guadeloupe parce qu'ils étaient mangés il y a un siècle de ça, mais je pense que ça s'est perdu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, avant d'être admirés pour leur couleur, les flamants roses étaient surtout appréciés pour leur goût dans l'assiette. Les flamands, en fait, ce sont des oiseaux qui étaient en Guadeloupe jusqu'au XVIIe siècle. Il y a des livres d'histoire avec le père du Tertre notamment qui racontait que les gens les mangeaient, que la langue était le morceau le plus prisé. Donc ce sont des oiseaux qui existent en Guadeloupe. Et puis ensuite, c'est vrai que les clients du jardin botanique, donc c'est un peu l'image du jardin botanique, donc ils s'attendent à aller voir. Et en ce moment, c'est la haute saison, donc on a plus de 900 entrées par jour. Donc voilà, on voulait vraiment faire plaisir à nos visiteurs en leur proposant donc, cette attraction. Profitez-en pour aller les contempler, car ils ne seront pas éternels. Un nouvel arrivage sera nécessaire pour pérenniser l'espèce. Je dirais qu'un flamant rose, c'est ça vit en groupe, quoi. Eux, leur sécurité, elle se fait en groupe, quoi. Si on veut qu'on ait de la reproduction, là on peut pas, parce qu'on a un trop petit nombre, quoi. Faudrait être un parc bien plus grand, une zone bien plus grande et qu'ils soient un peu plus isolés du public parce que là ils ont peur de tout ce qui bouge, c'est très peureux un flamant rose. Pour les rassurer, un miroir a été installé en guise de leurre car nos amis seront amenés à vieillir ensemble, en espérant qu'ils voient la vie en rose. On va parler culture maintenant avec cette exposition à découvrir à partir de vendredi au Centre culturel Rémy Ninsouta. Les cuisinières guadeloupéennes sont mises à l'honneur à travers des photos, des costumes mais aussi des objets culinaires. Visite en avant-première avec Anne-Elisabeth Artsen.
L'association des cuisinières de la Guadeloupe a 100 ans. Et ça se fête. Nous avons décidé de retracer à notre manière les 100 ans de l'existence des cuistots mutuels, ex-société Les Cuisinières, tout ce qu'on veut, comme on a donné comme nom depuis le passé. Donc on a voulu retracer cette histoire parce que c'est une belle histoire qui continue jusqu'à maintenant. Donc on va retrouver déjà les premières femmes qui ont créé cette association mi-mai, donc naturellement, et tracer les différentes présidentes qui ont régné pendant ces 100 ans. Donc on va retrouver les vêtements, quelques objets anciens aussi qui accompagnent, comment on entretenait les vêtements, nous pouvons trouver moussage là, nous pouvons trouver ces grandes terrines là, nous pouvons trouver blé, nous pouvons trouver toute bitek pour montrer qui j'en sais mon atéka habillé à l'époque. Les circonstances, les différentes circonstances, nous pouvons trouver robe de deuil, nous pouvons trouver toute qualité bitek, mais chaque circonstance sera représentée. Un centenaire placé sous le signe de la joie et l'allégresse qui a aussi nécessité un important travail de recherche. Quand même, ça demande du temps, emmener toutes ces robes et on a pu faire au mieux parce qu'on n'a pas retrouvé des vêtements, on a des vêtements qui datent de 60 ans quand même. Hein. Donc on a pu retrouver des robes de Mme Mavunzi, la chanteuse, l'ex, donc on a fait au mieux, il y aura de belles choses à voir. Rendez-vous donc à partir du 20 février pour découvrir ou redécouvrir la cuisine vestimentaire et culinaire à travers un siècle d'histoire de nos gardiennes du savoir-faire local. Et une exposition qui se tiendra jusqu'à la fin du mois au Centre culturel Rémi Ninsouta. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin. Dans notre département, c'est un temps assez humide qui nous attend avec une alternance d'averses. Heureusement, quelques éclaircies. Les températures afficheront demain dans la matinée entre 24 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport par Éric Pommier, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.